12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Le 12 citoyens, nous accueillons Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Isir. Vous êtes fondateur de Kios. Coeo. Pardon. On n'est pas loin. J'ai rajouté le S. C'est Donc pas grave. Kio, est-ce que vous pouvez nous présenter votre Structure. ISUS, c'est ça? Donc Alors, une ISUS, voilà. Une ISUS, en fait, on est une structure de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle une ESUS, D'accord. une entreprise solidaire, une entreprise sociale d'utilité solidaire, pardon, moi-même je m'y perds, qui est un agrément en fait donné par les pouvoirs publics et qui correspond en fait à un format de structure économique qui est un peu à mi-chemin entre l'association classique, comme vous, et le secteur marchand classique, comme une société commerciale. En fait, on vit de nos activités à 100%, de la vente de nos services. J'y viendrai tout à l'heure. On n'a pas d'argent public, on n'a pas de subvention, pas de mécénat, mais on a en interne des règles de gouvernance qui font qu'on se rapproche un petit peu des coopératives, etc. C'est-à-dire avec une implication des collaborateurs, une échelle de salaire, par exemple, plafonnée de 1 à 7. Le plus petit salaire ne peut être inférieur que 7 fois au plus gros salaire, etc., qui font qu'on a cet agrément ESUS qui concerne aujourd'hui à peu près 2800 structures en France. Donc c'est encore petit, mais ça fait son chemin. Voilà. Et vous avez créé ce système en 2009. Et comment elle vous est venue l'idée parce que vous m'avez dit hors émission que c'est un peu innovant. C'est vu que c'est un mi-chemin entre une association et une entreprise. Alors ça c'est le modèle économique, ouais, c'est la structure. Après l'activité elle-même de Coeo, qui date donc, la création date de 2009. On a eu la chance de créer une activité qui n'existait pas avant nous, donc c'est pas tous les jours qu'on crée son métier, donc c'est plutôt chouette. Et en fait notre métier il est assez simple, il est de mettre en place des ingénieries et des programmes de mécénat de compétences entre les entreprises employeuses et les associations locales, c'est-à-dire c'est du don en fait d'expertise de collaborateurs volontaires pendant leur temps de travail auprès de structures d'intérêt général, donc essentiellement des associations, ça peut être des fondations, ça peut être des collectivités locales, des écoles, des universités, donc le champ est assez large. Et si on devait résumer en fait le mécénat de compétences, on pourrait dire que c'est du bénévolat, mais pendant le temps de travail, donc avec l'accord de l'employeur. D'accord. Et sur votre site, justement, le mécénat de compétences, il y a, je ne sais pas si on peut dire des collaborations avec Airbus, les Restos du Cœur. Voilà. Je résume juste les deux, mais il y en a énormément. Ah bah, Comment cette collaboration elle s'est effectuée? Comment vous avez pris contact depuis 2009? Je pense que vous avez un carnet d'adresses important, mais comment vous avez commencé? Alors, on a démarré d'une page blanche en 2009. On a d'abord commencé par aller voir les associations en leur disant une chose toute simple. Voilà, il y a un dispositif qu'on appelle le mécénat de compétences. C'est pas nous qui l'avons inventé, il existait déjà. En revanche, il n'y avait pas d'acteurs pour le porter et pour faire l'intermédiation entre les uns, c'est-à-dire entreprises, et les autres structures bénéficiaires. Et on leur a dit, ça peut être intéressant, vous, associations, de diversifier un petit peu vos ressources et d'aller au-delà de la simple demande de mécénat financier que vous pouvez faire de temps à autre à des structures marchandes pour demander du don de compétences. Et ce don de compétences, c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Ça permet à une association qui n'a pas les moyens d'intégrer, par exemple, un webmaster, qui n'a pas les moyens de faire un développement IT pour mettre en place un CRM, qui n'a pas les moyens de faire appel à un avocat ou de faire appel à des prestataires payants, si j'ose dire, de façon ponctuelle bénéficier d'input, entre guillemets, désolé pour l'anglicisme, d'intégration de compétences et d'expertise qui vont être délivrées donc par des collaborateurs experts pendant une demi-journée, un jour, 2 jours, 15 jours, voire même très longtemps, puisqu'on accompagne également des collaborateurs qui sont en fin de carrière, donc qui sont à 2 ou 3 ans de leur droit à la retraite. Et on va les redéployer en fait dans les associations pendant des missions de 24 à 36 mois. Donc c'est des missions très structurantes et très longues, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et juste, est-ce que vous voyez par exemple, vous, les gens qui travaillent avec vous, une vraie différence sur le terrain dans la manière de travailler? Est-ce que par exemple quand on travaille, on est salarié, il y a peut-être des exigences qui sont
complètement différentes. Est-ce que vous voyez une différence de pression, de résultat de travail? Je dirais qu'il faut presque être plus exigeant quand c'est une mission de mécénat de compétences auprès d'une association, pour une raison assez simple en fait. C'est que quand on délivre une expertise auprès d'un client payant, un client business si j'ose dire, souvent le client connaît un petit peu le champ d'activité et peut répondre au niveau technique, au niveau expertise, à ce que va apporter le collaborateur, l'expert. En revanche, et on le voit pour tout ce qui est technique et IT notamment, il y a besoin de beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de pédagogie pour un consultant ou pour un collaborateur en tout cas qui va délivrer une expertise au sein d'une association, parce qu'en face souvent l'association ne connaît pas du tout le cœur de métier entre guillemets, enfin le champ d'expertise du collaborateur, notamment dans la tech, et donc il y a un besoin en fait d'être très, très vigilant de la part du collaborateur et de ses managers qui vont faire du mécénat de compétences pour vraiment rendre le discours et le livrable compréhensible et simple pour des usagers potentiels futurs qui n'ont pas du tout la même culture tech que le collaborateur. Quand je parle de la tech, encore une fois, il y a plein de domaines. C'est toutes les fonctions support, c'est la communication, c'est le marketing, c'est la logistique. C'est également beaucoup d'expertise personnelle, c'est-à-dire que toi demain, tu peux aller en mécénat de compétences si tu es dans une organisation employeuse pour aider à faire une distribution de repas, pour trier des vêtements, et aussi de l'ordre, je dirais, de la compétence perso. Ça peut être accompagner quelqu'un qui est en fracture numérique, quelqu'un qui a besoin de refaire un CV parce que ça fait 10 ans qu'il est à la recherche d'emploi. Donc il y a beaucoup de facettes à ce mécénat de compétences et qui permet justement d'apporter des gratifications à la fois aux structures bénéficiaires, aux bénéficiaires des structures bénéficiaires et aux collaborateurs qui va délivrer. D'accord. Et vous, comment vous faites que l'organisme, comment vous faites pour justement recruter? Est-ce qu'il y a des entretiens? Est-ce que c'est comme un entretien d'embauche? Est-ce qu'il y a vraiment un tri qui est fait, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde Alors, le principe du mécénat de compétences, d'abord, pour resituer un peu l'écosystème, si j'ose dire, c'est d'abord l'organisation employeuse qui va décider d'en faire pour le proposer à ses collaborateurs. Après, le collaborateur, il est libre d'en faire ou de ne pas en faire. C'est un acte totalement volontaire. Donc déjà, c'est intéressant parce que les gens qui en font, ça veut dire qu'ils ont une motivation intrinsèque à faire du mécénat de compétences. Et souvent, ils en font justement par rapport à la thématique de l'association qu'ils vont accompagner. Ça peut être les animaux, ça peut être la précarité, ça peut être le patrimoine bâti, enfin plein de choses qui font que l'appétence qui va se dégager, je dirais, du profil de l'association par rapport au collaborateur va effectivement décupler la motivation du collaborateur pour en faire. Pour répondre à ta question, il n'y a pas de CV. C'est juste qu'en fait, on a, nous, des outils, notamment des plateformes qui permettent de faire matcher, si j'ose dire, encore une fois, c'est un anglicisme, de faire correspondre l'expertise du collaborateur par rapport à la demande de l'association, quand c'est une expertise vraiment très pointue, très professionnelle. Et puis sinon, par rapport, encore une fois, au souhait du collaborateur de vouloir accompagner les bénéficiaires. Je parlais tout à l'heure de fracture numérique. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui entre 12 et 14% des personnes qui sont en fracture numérique, qui ont des difficultés à naviguer sur le web, à par exemple remplir des dossiers pour amélie.fr ou pour la CAF, des choses très concrètes et très pragmatiques. Ce genre de petites missions qu'on appelle nous des missions flash d'une demi-journée, ça va permettre à des collaborateurs de prendre la main d'un ou plusieurs bénéficiaires d'associations auprès du Secours Pop ou auprès d'autres structures pour, pendant une demi-journée ou 3 heures, les aider à progresser dans leur compréhension de ce qu'est le web, de ce qu'est une messagerie email parce qu'ils n'ont jamais créé leur adresse email, etc., etc. Donc des choses, encore une fois, qui sont très concrètes, qui apportent vraiment une valeur ajoutée énorme en termes sociétal et voire environnemental auprès des structures et de leurs bénéficiaires. D'accord. Et est-ce que j'ai vu sur votre site qu'il y a des emplacements un peu partout en France? Est-ce que par exemple les gens, ceux qui veulent vous contacter, est-ce qu'il y a un siège, par exemple, comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a un siège social qui est implanté et les contrats peuvent varier, par exemple, quelqu'un qui est à Paris peut être envoyé à Amiens ou... Oui, alors, nous, en fait, en tant que Coeo, on est présent, notre siège à nous est présent sur Paris. Et par rapport aux associations qu'on adresse, on a une communauté d'à peu près 5000 associations partout en France qui sont, elles, présentes sur l'ensemble du territoire, dans les tomes, etc. Donc vraiment l'ensemble de l'écosystème national. On travaille également de temps en temps en Belgique, en Espagne, en Italie, etc. L'entreprise a des filiales en Europe. Mais en fait, le but du jeu, c'est d'aller servir et d'aller accompagner, via les implantations des sites de nos clients,
Si par exemple, Airbus, pour reprendre l'exemple que tu donnais au début, ils ont des présences à Paris, ils ont des présences à Toulouse, à Blagnac, etc., près de Bordeaux. Donc on va servir des associations locales, bien évidemment, parce qu'on veut donner aussi, c'est un peu l'ADN du mécénat de compétences, d'aller accompagner des structures locales qui sont sur les territoires sur lesquels se trouvent les collaborateurs. Donc c'est pas par rapport à notre siège à nous, Coeo, ça on s'en fiche. C'est par rapport en fait à où se trouvent les collaborateurs des entreprises qu'on accompagne. Donc on a des entreprises qui généralement ont des présences un peu partout en France. Donc on accompagne bien évidemment les collaborateurs qui sont sur des agences à Toulouse, à Brest, à Mulhouse, à Lille, enfin que sais-je, pour accompagner les assos du coin via le don de compétences des collaborateurs qui sont sur ces sites-là. D'accord. Et c'est pour le futur, c'est quoi vous avez quoi comme ambition, comme projet? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus d'implantation? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une aide de l'État qui sera plus importante? Oui. Pardon. Maintenant, par exemple, les aides de l'État se diminuent de plus en plus. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que vous voulez de l'aide ou de l'État, ou ça vous va comme système tel qu'il est? Non, justement, c'est aussi pourquoi on est parti sur Unesus. On n'est pas à réclamer de l'argent. Alors, deux choses. Déjà, le mécénat de compétences, il faut le savoir, est encadré par une loi, qui est la loi Ayagon sur le mécénat et les fondations. Et il permet à l'entreprise mécène, qui va autoriser donc ses collaborateurs à faire du mécénat de compétences, il génère une valorisation fiscale du temps homme, c'est-à-dire que quand vous avez envoyé quelqu'un 2 semaines dans une association, l'entreprise employeuse, côté secteur privé bien évidemment, va pouvoir valoriser fiscalement 60% du temps homme, donc 60% du salaire, toute charge comprise, de son impôt sur les sociétés. Donc il y a déjà une incitation fiscale qui a été mise en place par les pouvoirs publics à l'époque, dans ce fameux 60%, qui pour l'instant ne bouge pas. Mais nous, en tant qu'intermédiaires et en tant qu'acteurs pionniers et créateurs de l'accompagnement en France, il n'y a qu'une chose qu'on demande, qui est un plaidoyer d'ailleurs qu'on porte depuis 7 ans, qui est peut-être de systématiser et de donner un droit au mécénat de compétences. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs aujourd'hui qui veulent faire du mécénat de compétences, ils ne peuvent en faire que si leur organisation a décidé d'en faire. C'est d'abord une décision de l'organisation employeuse, donc de l'entreprise. Et nous, ce qu'on demande, donc depuis cette année, on va voir les ministères, on prend notre petite valise et on va rencontrer les DIRCAB et les DIRCAB adjoints des différents ministères concernés, ministère du Travail, ministère de la Jeunesse et des Sports, etc., de la Solidarité, pour dire ça serait pas mal d'envisager un droit au mécénat de compétences de 1 jour par an par collaborateur, par actif en tout cas, pour que chacun puisse au moins faire une journée de mécénat de compétences chaque année. Il n'y a pas une obligation déjà sur, par exemple, des entreprises? Non. Il y a pas une... Non, personne n'oblige personne à faire du mécénat de compétences. Et encore une fois, même quand l'entreprise décide de faire du mécénat de compétences, après, c'est un acte volontaire du collaborateur. L'entreprise n'a pas obligé le collaborateur à faire du mécénat de compétences. C'est un acte totalement délibéré de la part du collaborateur, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que si demain on devait forcer les gens à devenir solidaires, ça casserait un petit peu le côté spontané, je dirais, et motivation de la démarche. Donc surtout, évitons ce genre de choses. Moi, personnellement, c'est pour la première fois que j'en entends parler. Est-ce qu'il n'y a que vous sur le terrain en France qui propose ça, ou est-ce qu'il y a d'autres organismes sans les citer? Oui, bien sûr. Est-ce que le marché marché-là, est-ce qu'il est en développement, ou est-ce qu'il n'y a que vous? Alors, la bonne nouvelle, on a longtemps été seul, parce encore une fois, on a 17 ans, on a été créé en 2009, donc c'est pas hier. On a longtemps été seul sur cet écosystème, et heureusement, depuis 6-7 ans, d'autres acteurs ont repris un peu notre modèle, ce qui est bien, ce qui est plutôt gratifiant pour nous. Ça prouve qu'on n'avait pas complètement tort, donc à la fois au niveau des outils, des plateformes, et puis de la façon de procéder. Donc on est à peu près aujourd'hui, au niveau national, on va dire 3 acteurs qui portons le même dispositif, et sur l'ensemble des territoires. Donc 3 acteurs, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que tout seul. Donc ça permet aussi, pour nous, en retour, de bénéficier de plus de visibilité par rapport au mécénat de compétences, donc c'est plutôt pas mal. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est que, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui fait, par exemple, de la communication, est-ce que, par exemple, il peut, comme une formation, aller, par exemple, essayer une autre chose, un autre métier, sans pour autant s'engager? Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de changement d'emploi avec le mécénat, ou c'est pas vraiment le cas? Le mécénat, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt le collaborateur qui va donner de ses expertises à une association. Maintenant, pour répondre à demi-mot à ta question, qui est intéressante, c'est qu'il va aussi beaucoup apprendre. Donc, tu parlais de formation, par exemple. Quelqu'un qui n'est pas
véritablement formateur dans son entreprise, le fait de venir aider une association va le rendre peut-être plus pédagogue et plus formateur, et ça va l'aider aussi à progresser dans sa propre entreprise. Et pour répondre encore une fois à ta question, de façon un peu contournée et indirecte, il peut y avoir aussi des collaborateurs qui, découvrant une activité associative via du mécénat de compétences, peuvent justement intégrer des éléments d'information ou des éléments contextuels, par exemple sur l'environnement, je t'en parlais tout à l'heure, qui pourront peut-être l'aider aussi à progresser soit dans son entreprise, soit à changer un peu effectivement son orientation de carrière en se disant, bah voilà, je pense que les enjeux environnementaux que j'ai pu découvrir grâce à mon mécénat de compétences m'ont tellement impacté, m'ont impacté si fortement que j'ai peut-être envie de changer de direction professionnelle pour m'orienter sur quelque chose de plus environnemental. C'est un exemple, hein, mais ça peut générer effectivement des appétences, mais c'est pas non plus le rôle du mécénat de compétences. Voilà, c'est des effets indirects qui sont, que nous en plus on ne connaît pas, parce que c'est des effets souvent qui peuvent se générer, je dirais, 6 mois, 1 an et demi après. Donc voilà. Donc vous n'avez pas un retour, forcément? On les a, mais de façon très empirique, de façon très accidentelle. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le but. Le but du mécénat de compétences, c'est vraiment de servir l'intérêt général et le bien commun des territoires en proposant en fait des solutions alternatives de ressources aux associations. Et quand on parlait tout à l'heure, aujourd'hui le monde associatif est très 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 fragilisé parce qu'il y a moins de subventions, moins d'aides, etc. Et justement le mécénat de compétences en lui-même présente une façon d'appréhender la ressource associative d'une autre façon via le prêt et le don de compétences. Ce qui est important en plus, c'est que quand on donne 5 000 €, je dis n'importe quoi, à une association, une fois que le budget est épuisé ou cramé, voilà, ils sont plus là. Mais en revanche, et c'est tout l'avantage du mécénat de compétences, quand on va délivrer une expertise, après, cette expertise, elle va être duplicable à l'infini en interne. Si je t'apprends demain à mettre en place une comptabilité analytique au sein de l'association, tu vas pouvoir l'apprendre aussi à quelqu'un d'autre qui va l'apprendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est sans fin. Oui. Donc en fait, tu vas faire des petits, entre guillemets, par rapport à un don de compétences. Et c'est la grosse différence avec le mécénat financier qui, lui, forcément, quand il s'arrête, il s'arrête. Okay. Donc c'est juste pour être précis. Donc ça peut être, c'est formateur, mais est-ce que c'est quoi, par exemple, la différence entre, par exemple, quelqu'un qui va au Pôle emploi, par exemple, faire une formation, et le mécénat de compétences, est-ce que c'est je dirais pas la même chose, mais est-ce qu'il y a des ressemblances, ou vu que, par exemple, quelqu'un qui va au Pôle emploi, ça veut dire qu'il n'a pas d'emploi, alors que là, c'est qu'il a un emploi et qu'il va, quelque soit en échange. C'est quoi la différence entre les deux selon c'est ce que tu viens de dire, c'est que nous on s'adresse aux personnes qui sont par définition collaborateurs, donc déjà contractualisés par un employeur, alors que quand tu es sur Pôle emploi, effectivement c'était en recherche. Maintenant, ce que tu dis est intéressant parce que ça permet aussi d'envisager, et je sais que certaines agences de Pôle emploi y ont pensé, envisager pourquoi pas des phases de mécénat de compétences, plutôt de bénévolat, parce que c'est pas vraiment du mécénat de compétences en termes juridiques, où les demandeurs d'emploi pourraient justement dispenser leurs compétences auprès d'associations pendant leur période de recherche d'emploi, ce qui leur permettrait de découvrir d'autres univers, d'activités, éventuellement un emploi à la clé plus tard. Donc c'est ce que tu viens de dire, c'est plutôt de l'ordre de passerelle en fait entre différents écosystèmes, à la fois les collaborateurs qui sont contractualisés, donc qui sont salariés, et des personnes qui sont en recherche d'emploi qui pourraient effectivement eux-mêmes s'investir en mécénat de compétences. Je sais qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur des antennes régionales de Pôle emploi, de France Travail aujourd'hui. D'ailleurs, on doit en parler avec eux la semaine prochaine. Donc voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'ingénierie un petit peu sociétale. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu justement de la situation économique de beaucoup d'acteurs associatifs, on voit tous les jours des annonces assez terribles, soit de licenciements, soit de réduction, soit carrément d'arrêt définitif de structures associatives. Je pense que c'est le bon moment de réfléchir à des solutions un petit peu ingénieuses, entre guillemets, et surtout solidaires, pour favoriser justement ce don de compétences. Pas exclusivement de collaborateurs, mais peut-être de personnes comme ça en recherche d'emploi. D'accord. Et pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent faire
comment on dit, syndicat de compétences, mécénat de compétences, pardon, qui souhaitent le faire, est-ce qu'ils peuvent aller voir leur employeur ou est-ce que c'est sur un site web ou ils peuvent mettre par exemple le lien de notre site coeo.net, ils peuvent le mettre dans les papates de leur directeur général, de leur DRH, parce que ça passe généralement par les DRH aussi, ou par le responsable de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise, pour dire ce serait peut-être intéressant que notre entreprise se lance dans le mécénat de compétences, parce que ça a plein d'atouts, ça a plein de vertus, et surtout, il y a un objectif final qui est d'aider en fait l'écosystème associatif de nos territoires. Et ça, c'est quand même l'objectif numéro 1. Et des collaborateurs, nous on le voit depuis 17 ans, qui se lancent dans le mécénat de compétences, ça devient en fait ça rentre dans l'ADN en fait de l'organisation. Et c'est pas du tout un gadget, c'est véritablement fait partie du process un petit peu de la carrière du collaborateur, de temps à autre d'aller aider des associations et découvrir encore une fois des enjeux que l'entreprise ne permet pas forcément de découvrir parce que c'est pas non plus sa finalité. Donc c'est très complémentaire en fait à un poste business classique. D'accord, donc via votre lien, ils peuvent rentrer et voir est-ce qu'il y a une collaboration potentielle entre les deux entreprises déjà, c'est entre entreprises et associations et déjà voir comment ça fonctionne. Nous, sur notre site coeo.net, on explique un peu comment ça fonctionne, etc. Quels sont les différents formats aussi d'engagement entre les missions flash d'une demi-journée, des missions mode projet, etc. Pour que déjà ils puissent découvrir le dispositif et se dire, si on veut aller plus loin, on en parle ensemble et on en parle avec eux. Il n'y a pas de souci. Mais déjà découvrir les bénéfices du dispositif, à la fois en termes, il y a plein de termes un peu RH, ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire comment je vais attirer des talents dans mon entreprise si je décide de faire du mécénat de compétences. C'est vrai que les jeunes sont très en quête de ce genre d'investissement et d'engagement. Comment je vais gérer donc la RSE, j'en parlais tout à l'heure, la mobilité ponctuelle des collaborateurs, la transition fin de carrière, retraite. Tout ça, c'est des thématiques que le mécénat de compétences va servir de façon très pragmatique et très concrète par rapport au chemin de vie, si j'ose dire, du collaborateur. D'accord. Mais merci beaucoup à toi, Jean-Michel. On mettra le lien au-dessus c'est très gentil. Merci, de la vidéo. Merci Azir. Merci beaucoup à toi. Et merci à vous. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Est-ce que le lien, est-ce que c'est juste, par exemple, comment ils font? Par exemple, ils rentrent sur le lien et vous voient, ou est-ce qu'il y a un contact à faire? Alors les assos, pour être un peu pragmatique et concret pour les côtés associatifs, parce qu'on s'adresse, j'imagine, aussi à beaucoup d'associations, nous on accompagne de façon totalement gracieuse les associations partenaires. Il faut juste qu'elles soient éligibles au mécénat, donc elles puissent être à même d'émettre un reçu fiscal de reçu au don, ce qu'on appelle le reçu au don, puisqu'en fait c'est un don, le mécénat de compétences, c'est un don d'expertise. Elles peuvent s'inscrire via notre site, via coeo.net, c'est en haut, vous allez sur connexion, en haut à droite, voilà. Vous créez votre fiche association et à partir de là, au fur et à mesure de vos besoins, vous allez poster vos besoins en mécénat de compétences. J'ai besoin de développer une app mobile pour mon association, j'ai besoin d'être accompagné en communication, j'ai besoin, etc., d'aider, d'être aidé pour organiser une collecte citoyenne locale. Voilà. Donc j'ai besoin, le j'ai besoin couvre pas mal de champs, voilà. Mais il faut d'abord s'inscrire et encore une fois, on accompagne gracieusement les assos, et c'est notre boulot, et on se rémunère exclusivement côté entreprise employeuse. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup à toi, Jean-Michel, et pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien au-dessus de la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi notre podcast et notre émission, pardon. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt. Bonne journée. 12 citoyens, l'émission Société du GOP Radio.